grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Alors, allez-y, monsieur, vous allez voir, ça va bien se passer. On vous mettra pas sur la caméra. Comme vous pouvez voir, ça brasse aujourd'hui. Épisode spécial de l'Épingle. On vous avait promis un épisode spécial où est-ce qu'on fera la récapitulation de la saison 2024. Aussi ce qui s'en vient dans la saison 2025. Les nouvelles n'arrêtent pas en Formule 1. Puis là, si vous n'avez pas remarqué, on n'est pas dans le studio de la Commission athlétique présentement parce qu'on est où, Jean-Max? On est chez notre commanditaire officiel et comme on dit par ici... OK. Paillé, paillé! Wouh! J'ai réalisé mon rêve, Greg. J'ai chanté paillé. J'ai paillé. T'as pas dessus. Devant public, le concessionnaire numéro 1 au Canada pour vos camions. Si vous cherchez un Dodge, un Ram, un Chevrolet, n'importe quoi, ils ont tout ça ici, des trucks, il y en a partout plein court. On n'a pas eu le temps de faire le tour encore. Mais tantôt, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne savent pas encore, on va aller en essayer des trucks. Yes! Justement, puis on va vous documenter ça. Alors tout le monde, c'est parti, épisode. On a plein d'invités très, très spéciaux pour vous autres. Merci tout le monde d'être là. On a un invité très spécial qu'on n'a jamais reçu dans l'Épingle. 3 fois champion de NASCAR Canada. Jean-Max a mémorisé les dates. Va pouvoir vous dire ça dans quelques instants. C'est Andrew Ranger qui est avec nous. Andrew, merci d'être avec nous. Comment ça va? Merci, ça va super bien. Merci de nous accueillir, c'est le fun. As-tu, là, c'est l'hiver. As-tu hâte de recommencer à courir? Là? Ça commence à te démanger, là, rendu mi-janvier comme ça? Ben, c'est sûr, là, je reviens de vacances. Fait que j'ai passé une super de belles vacances. C'était super le fun. Mais là, c'est sûr, tranquillement, pas vite, la nouvelle saison approche. Fait que les gars travaillent fort sur les voitures. On prépare tout ça pour être en forme, pour être top shape aussi pour la saison 2025. Certainement. Tu es 3 fois champion. Oui. Là, c'est ton coéquipier qui est double champion, lui qui l'a remporté cette année. Comment ça se passe, ça, d'avoir un champion? Tu es un 3 fois champion, donc tu as énormément de succès dans cette série-là, mais là, c'est ton coéquipier qui gagne le championnat. T'es content? T'es compétitif pareil? Ben, je pense que c'est bon. Oui, on est toujours compétitif. Oui, on veut toujours faire mieux que son coéquipier. Tu sais, ça, c'est normal. Mais d'un autre côté, je pense que c'est bon pour le sport. Tu sais, quand il y a tout le temps des nouveaux qui gagnent ou d'autres non, je trouve que c'est bon pour le sport, c'est bon pour les fans. La compétition est féroce dans notre série NASCAR Canada. J'ai eu des très bons résultats, j'ai eu des moins bons résultats. Mais je pense que de courir en NASCAR Canada avec la compagnie de GM Paillé qui nous supporte, moi et Marc-Antoine, Jean-Claude, avec Marco, c'est des gars qui sont des passionnés de course automobile. Et puis juste de pouvoir être là avec ces gars-là, c'est super le fun. Jean-Max, savais-tu? T'as gagné en 2007? Oui. 2009? Oui. 2019? C'est bon. On l'a. Peux-tu me dire, est-ce que t'as un championnat préféré de 1? 2, quel a été le plus difficile? Oui, bien, préféré, c'est sûr que la première année que je suis arrivé en NASCAR Canada, moi, je courais en IndyCar avant, puis c'était notre toute première saison en NASCAR. On a monté une équipe durant l'hiver, et puis d'arriver, on avait remporté 1 ou 2 victoires, mais on a remporté le championnat notre toute première saison. Celle-là, c'était spécial. Je te dirais, ils ont toutes de quoi. Tu sais, en 2009, je m'étais fait engager aux États-Unis aussi pour courir en Infinity. Je faisais un peu des 2 séries, puis on avait remporté, je pense, 6 victoires dans la saison. On avait dominé. C'était vraiment une saison incroyable. Et ma plus difficile, puis celle-là, je la tiens vraiment à cœur, c'est en 2019. On s'est battu toute la saison avec mon fidèle compétiteur Kevin Lacroix. Ça s'est décidé jusqu'à la dernière course. Et puis chaque course, il gagnait, ou moi, ou lui. Puis ça jouait féroce, je te dirais. Et puis jusqu'à la dernière course, on a remporté le championnat. Fait que c'était vraiment de quoi spécial pour nous. Fascinant. Good job. Bon, on l'a dit tantôt dans l'introduction, Paillé numéro 1 pour vendre des camions au Canada, numéro 1 aussi pour l'écurie dans le NASCAR. Maintenant, avec le nombre de championnats, numéro 1 partout, c'est écœurant. Il y a beaucoup de pilotes québécois qui courent en NASCAR Canada, qui ont eu également du succès en NASCAR. Bon, en Formule 1 aussi avec Jacques Villeneuve, mais qui ont eu du succès en NASCAR au sud de la frontière. Tu as été un de ceux-là également. Quelle est la communauté? Comment ça grandit le sport ici?
le NASCAR au Canada? Est-ce que ça continue à être en expansion à chaque année? Comment ça se passe? Je pense que oui. Tu sais, je te dirais qu'au début, ça a vraiment commencé bien fort, le NASCAR au Canada. Et puis après ça, oui, ça a planté un petit peu. Je te dirais que c'était un petit peu moins positif. On dirait qu'on avait moins de pubs ou je sais pas trop là. C'était un petit peu plus smooth. Mais je te dirais, depuis les 2-3 dernières années, je pense que la NASCAR prend du succès. On fait des bels événements aussi. On va 2 fois à ce côté de Bowmanville où il y a 15-20 000 personnes qui sont là. Au Québec, à Vallée-Jonction, il doit y avoir une dizaine de mille de personnes qui sont là. Tu sais, c'est vraiment les fans québécois, ontariens. On aime nos pilotes. C'est ça qui est le fun. Il y a beaucoup de Québécois dans notre série, puis c'est pas pour rien parce que quand on vient au Grand Prix de Trois-Rivières ce week-end-là, il doit y avoir 80 000 personnes durant le week-end. C'est incroyable, cet événement-là. Fait que c'est des bels événements, le monde sont positifs, c'est le fun. Je sais pas, c'est une belle série, compétitive, mais les voitures sont le fun à conduire aussi. Des fois, tu vas arriver dans une série, tu n'es pas à l'aise avec la voiture, mais en faisant du circuit routier et du circuit ovale, mais je pense qu'on est capable de faire 2 différents circuits, puis c'est le fun. C'est des voitures qui sont plaisantes à conduire. Tu dis les voitures sont plaisantes à conduire. Pour nous autres, Jean-Max et moi, là, à moins que Jean-Max soit éduqué sur le sujet puis que je ne le sache pas, mais on a l'impression qu'en NASCAR, ce sont tous les mêmes voitures puis c'est le châssis qui change. Tu sais, par exemple, dans la Cup, là, je te vois, là, Andrew, il a un sourire en coin, on l'a dit, qu'est-ce qu'il vient de dire, lui-là? Non, mais c'est justement la perception qu'on a que c'est à peu près la même voiture, le châssis change. Tu sais, par exemple, ce que je disais, là, dans la Cup, puis tu as Courant Infinity qui était Nationwide Series aussi. C'est ça. T'as 3 constructeurs qui sont là, ou 4, je pense, puis on change le châssis, puis ça a l'air d'une voiture de route. Quelle est la différence entre les voitures que vous pilotez? Puis est-ce qu'il y a des différences aussi entre NASCAR Canada et ce que tu as fait au sud de la frontière également? Bien, c'est sûr que là, c'est pas la même planète, je te dirais. T'sais, ça a l'air d'être les mêmes voitures. Oui, c'est les mêmes châssis. Tantôt, vous allez parler avec Étienne. Il va être capable plus de vous informer là-dessus. Mais il y a tellement de choses qu'on peut changer sur les voitures. Ce n'est pas une voiture de rue. Là. C'est vraiment des châssis qui sont buildés, montés pour la course automobile. Ouais. Et puis en même temps, tu as des châssis qui sont faits pour faire de l'ovale et tu as des châssis pour faire du circuit routier. Fait que ce n'est pas le même frame. Fait que ça, c'est vraiment une grosse différence. Mais chaque équipe va faire de quoi différent sur leur voiture. T'sais. Mais ça reste que en NASCAR, je trouve que la compétition est forte, mais ça reste beaucoup plus serré. La compétition en NASCAR Canada, là, je te dirais qu'il y en a au moins 15 qui sont capables de gagner à toutes les courses. Là. Fait que, c'est le fun de voir ça. Des fois, en F1, mais tu vas dire, écoute, oui, ils sont très rapides, Ferrari, puis une autre année, mais c'est Mercedes, puis une autre année, c'est Red Bull. Mais ils ont tellement de budget, c'est tellement une affaire différente, en tout cas aux États-Unis et au Canada. Mais je te dirais que nous, dans notre série, je pense que la compétition là, est vraiment féroce. Puis les voitures, les châssis, ça se ressemble quand même un peu. Là. Puis c'est... Tu sais, en Formule 1, change un aileron. Ah! My God, on vient de gagner une seconde. Change les pneus, la suspension, les freins. Dans le NASCAR Canada, là, sur quoi vous jouez? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir faire une avancée notoire, puis aller gagner du temps, ou être plus efficace, meilleure performance? Bien, c'est sûr que dans le NASCAR, en Formule 1, ils ont des règlements, mais on parle qu'il y a une technologie qui est hors pair. Là, ils ont 1200 employés à leur shop. Nous, on est peut-être 5-6 à la shop. Là, je veux dire, c'est vraiment pas la même affaire du tout. Mais en NASCAR, au Canada, on a des règlements à respecter sur les chocks, que ce soit les bodies, mais c'est vraiment, je pense, tout ce qui est châssis, un petit peu, les tests pour nous, c'est bien important à les tester, à essayer des choses. C'est là qu'on va être capable d'aller chercher un dixième là, un autre dixième. Ouais. Mais vraiment, tout ce qui est technologie, là, on se casse vraiment la tête là-dessus. Ou qu'on est capable d'aller chercher du temps sur le body, un petit peu sur le moteur, un petit peu sur le carburateur. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis dans notre série, comme j'ai dit, mais chaque dixième va faire la différence. Si tu es constant, si tu es capable de faire toujours les mêmes temps, c'est là qu'on est capable là, de gagner à la fin. Fait que c'est plus au niveau mécanique qu'aérodynamique. 100%. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, les ovales, c'est pas des grands speedways comme qu'on faisait en Infinity. C'est vraiment des petites pistes. Fait que, tu sais, côté aérodynamique, ça paraît moins. Tandis que quand on va sur le circuit routier, ben là, on a Mosport qui est Bowmansville. Là, la ligne droite est 1 000 de long quasiment. Wow. Fait que oui, ça va faire quasiment
une petite différence au bout de la ligne, puis c'est que tu es capable de chercher un dixième là-haut, un autre dixième. Fait que toutes ces petites choses-là vont faire une différence à la fin. Fait que sur les ovales, c'est vraiment plus la constance du pilote. Ah oui. Parce qu'il faut que tu sois à la même place pour être optimal à chaque virage. Ton freinage, l'accélération. Exactement. Puis ces ovales, on va faire des 200 tours. Ou comme à Vallée-Jonction, c'est 300 tours. Fait que la personne, exemple, qui va faire des temps, je vais vous dire un exemple, qui roule dans le 17, bien, il est toujours dans le 17 flat, 17-1, 17 flat, puis il est capable de faire ça à tous les tours. Ouais. Mais à la fin, je vous dis, il va être à l'avant, tu sais. Puis s'il accroche pas ou quoi que ce soit, même personne qui va faire un temps 16-9, puis après ça, il va faire un 17-3, mais il sera jamais... il n'est pas constant. Fait qu'au bout de la ligne, des fois, c'est difficile de trouver un bon réglage pour ça aussi. OK. Il y a un phénomène en Formule 1, puis... Parce que nous, notre podcast s'adresse, oui, aux fans de course, mais beaucoup aux fans de Formule 1. Il y a ce phénomène-là en Formule 1 que tu connais très bien, le fameux DRS. Oui. La voiture qui est à l'intérieur d'une seconde derrière celle qui la précède va toujours avoir un avantage d'avoir le fameux aileron qui est ouvert, donc on peut profiter de l'aspiration. Puis l'aspiration est un concept qui est extrêmement important en NASCAR aussi. Mais il y a ce fameux phénomène-là, je ne sais pas si vous l'avez dans des petits ovales, mais sur les grands ovales, on l'a, où est-ce que la voiture de derrière et toutes les autres aussi vont aller pousser celle de devant également. Oui. Fait que t'as pas oui, tu te fais aspirer, mais tu pousses l'autre d'avant également. Comment on gère ça là, comme pilote de NASCAR? En NASCAR, on va le voir plus, nous, sur le côté de Bowmansville, quand il y a une bonne ligne droite, l'aspiration qu'on appelle, c'est là que tu essaies de gager. Tu es capable d'être en arrière de lui, de suivre, on appelle ça le drafting. Tu es capable de t'approcher. Puis à la dernière seconde, on déporte pour essayer de faire une manœuvre. Mais quand tu es dans l'auto, puis surtout quand j'avais coursé, moi, à Daytona, en ARCA, qu'est-ce qui était spécial, c'est que on était, je pense, 35 pilotes en piste, 2, 3 de large, puis à un moment donné, je vais te me rappeler, tu es dans le groupe du milieu, C'est t'as tellement le pied au fond, spectaculaire, là. puis tu vois 0 à l'avant, tu as le bumper du gars, tu te fais pousser en arrière, puis là, tu dis, il faut pas que ça fesse parce que tu auras 0 le contrôle. Puis ça, c'est assez spécial. C'est plus de tours que tu fais, des années d'expérience à vraiment filer toute la gestion de la draft. Ouais, c'est de la confiance à 100 avec le gars en avant et celui en arrière, qu'on a tout le pied dans le fond puis personne lève. Je pense, je me rappelle à Daytona, on roulait genre 185 000 à l'heure, puis quand tu étais en drafting, on roulait quasiment 200 000 à l'heure. C'est fou pareil. Là, tu vois, comme le RPM, là, pour avoir regardé des courses longtemps de NASCAR, là, tout le monde tombe même RPM. Ouais. C'est ce phénomène-là que je trouve fascinant. Là, ça, c'est qu'est-ce que j'avais eu besoin d'une adaptation parce que, oui, rouler tout seul, c'est quelque chose. Tu es capable d'utiliser la piste au complet. Mais quand tu es en peloton, là, tu as quelqu'un là, tu as quelqu'un là, tu as quelqu'un en arrière. Puis là, on appelle ça un spotter. C'est lui qui est dans les estrades en haut qui va dire, OK, il y en a un qui s'en vient en arrière, il y en a un dans ton quarter, il y en a un side-by-side, il y en a un à l'avant. C'est lui qui va te dire un peu où sont les autos, là, quand est-ce que c'est clear, quand est-ce que tu es capable de déporter. Fait que ce gars-là va faire une grosse job là, durant la course. Mais ça fait longtemps que je veux vous dire quelque chose, puis vous êtes des malades, man. Honnêtement, c'est incroyable. C'est quoi, vous êtes à 3 cm? Ah ouais, vraiment. Ouais. Puis ça n'arrête juste pas. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que n'importe quoi peut arriver n'importe quand. Ouais. Puis ça peut juste tout scraper ta course. Exactement. Puis il y a 12 gars qui se rentrent dedans, puis eux autres aussi, là, c'est fini. Ouais. Ou presque. Tu sais, des fois, qu'est-ce qui est dur dans notre sport, c'est que une fin de semaine, tu vas avoir dominé, tu vas être le champion. Puis la fin de semaine, mais tu vas être le premier loser, tu sais. Ou des fois, ça vient tough parce que, comme tu as dit, on est un en arrière de l'autre. Tu vas avoir fait 285 tours sur 300. Puis là, tu vas fesser le mur ou tu sais, un accrochage, il reste un tour, carambolage. Fait tu sais, ça arrive dans notre sport, là. Je suis un méga fan de Formule 1. Les gens qui nous écoutent le savent, Jean-Max le sait. Mais le plus gros rush d'adrénaline que j'ai eu, c'est quand je suis allé voir une course à Dover au Delaware. Ah oui? T'arrives là-bas, tu sais, moi, j'avais juste vu des Grands Prix de Formule 1 puis de la NASCAR sur le circuit Gilles Villeneuve également, qui étaient des très bonnes courses aussi. C'était vraiment le fun à regarder. Puis là, t'arrives là-bas, t'es sur le bord de la grille, là, la gate, et les voitures passent devant toi. Où est-ce que Jean-Max, là? Ouais. C'est fou raide. Puis là, c'est pas... En Formule 1, on est habitué, on voit une Formule 1 passer, mais on est comme, oh, wow, tu sais, c'est... Là, il y en a un autre qui arrive, puis là, c'est comme... Non. Il y en a un qui passe,
puis ils passent tous un après l'autre. Ben, il y en a, quand il y en a un qui passe, il y en a 42 autres qui repassent après. C'est incroyable. Puis là, tu tournes là, sur l'ovale, là, tu tournes, puis là, tu vois, il rentre dans le virage. Tu vois, là, c'est là que j'ai compris, c'était en 2008, je m'en souviens, pourquoi il y avait un numéro sur le toit. À la télé, j'avais pas compris. Là, je m'en suis rendu compte, quand tu es assis dans les estrades, t'as pas le choix. Les voitures sont tellement... C'est un rush d'adrénaline incroyable. L'adrénaline, moi, j'ai coursé là à Dover, puis ça, c'était là. Il y avait ça, le Monster Mile, pas pour rien. C'était au fond, tu lâches le gaz un peu, puis tu le remets, puis c'est le circuit le plus rapide pour un 1000 ou 1.5 000. Ben, le mile, 1 000. Monster Mile, ouais, 1.6 kg. C'était un circuit très, très, très rapide. Mais moi, où que... Tu sais, des fois, t'es dans l'auto. Moi, c'était à Bristol. Je sais pas si t'as déjà Tennessee. Ouais, Bristol, c'est comme dans un stade de football, si tu veux. Puis en Infinity, on était 43 pilotes. Je vais tout le temps me rappeler, tu sais, j'étais mid-peloton, j'étais 19e, à faire la même. Puis là, je me disais, tu sais, voir le monde des estrades, le show que ça donne, l'adrénaline qui vient te chercher, t'entends, tu t'embarques dans l'auto, t'entends ton cœur, là, t'es comme, pourquoi je fais ça, moi? T'sais, c'est quoi, là? Des fois, pourquoi que j'ai... Mais c'est cette portion-là d'adrénaline, le rush, quand il dit « Gentlemen, start your engine », on embarque, on fait notre tour de chauffe, puis tu sais, t'as un spotter qui te parle toujours, tu sais, parce qu'il y a le gars d'un pit, il y a le spotter, puis là, il dit « OK, là, ce tour-là, on tombe sur le verre, tu sais, mets tes belts serrés ». Puis là, t'entends rougir les moteurs. T'sais, je vous dis, en tant que pilote, là, c'est une adrénaline, c'est une drogue. C'est capoté. Puis là, le verre se donne, t'entends les 600-700 forces de moteur rougir. Puis c'est ça notre adrénaline, dans le fond. Avant qu'on parle de Formule 1, j'ai une dernière question sur NASCAR. C'est qui ton meilleur pilote, ton pilote favori de l'histoire en NASCAR? Hey, OK, ouais. Celle-là, écoute, moi, j'ai toujours aimé un pilote de NASCAR parce qu'il était polyvalent. C'était Tony Stewart. Ah oui. Moi, j'ai toujours aimé Tony Stewart parce que, premièrement, il roulait pour Home Depot. Puis lui, son auto était orange. J'ai tout le temps aimé son char. Puis Tony, il était spectaculaire. Il était agressif. Puis moi, je viens d'une famille de motiers sur terre battue. Puis lui, mais il est propriétaire d'une piste aussi. Il en fait. Puis qu'est-ce qui m'impressionnait? Il a fait la IndyCar. Il coursait dans le dirt. Après ça, il s'en allait en NASCAR, puis il gagnait dans les trous. Tu sais, il était capable de tout faire, un peu comme un Carl Lawson de ce monde, mais lui, c'était Tony Stewart qui était capable de toucher à ça, puis lui, il m'a toujours impressionné. Mettons. Très, très, très bon pilote. Jean-Marc, ça veut-tu quelque chose? Ouais, j'aimerais savoir, est-ce que tu préfères un circuit de rue ou un ovale? Ou si t'aimes les deux, pourquoi? Oui, bien, c'est ça. J'aime les deux parce qu'un ovale, c'est des courses d'endurance, ça dure longtemps. Tu sais, des fois, exemple, t'es premier, il arrive un pépin, tu tombes 10e, t'es capable de remonter. Tu sais jamais jusqu'au dernier virage qui peut gagner. Fait que ça donne un thrill. Tu sais, rouler 2 de large, 3 de large des fois, utiliser la ligne en haut sur un ovale, c'est vraiment, moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Et pourquoi que j'aime les circuits routiers? Pourquoi nous? C'est que les circuits routiers, souvent, c'est des grands prix, c'est des gros événements. Le Grand Prix de Trois-Rivières, il y a 80 000 personnes. Bowmansville, il va y avoir 20-30 000 personnes. Des fois, on allait à Toronto, cette année, on y va pas, mais Toronto, pendant le Indy, il y en a une vingtaine de mille de personnes. Dominique Fugère nous en avait parlé de ça, c'est assez exceptionnel comme événement. Quand on fait des circuits routiers, pour nous, c'est des gros événements. Puis tu le vois, là, les campeurs, le monde sont excités, puis c'est tout un week-end. C'est vraiment, vraiment le fun. Si vous êtes fan de Formule 1 et vous n'avez jamais été voir une course, soit de NASCAR Canada ou même aux États-Unis, faites-vous ce trip-là. Je vous le jure, ça vaut la peine. Comme tu dis, les campeurs, de voir ça. Les tailgates, c'est 10 fois plus gros que la NFL. C'est incroyable à regarder. Puis je vous le dis, le rush d'adrénaline que vous avez tout au long de la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, c'est vraiment tout un événement. Maintenant, Andrew, en 2024, on pensait qu'on aurait une saison de Formule 1 un peu plate jusqu'au 8e, 9e course peut-être. On disait, bon, Red Bull est reparti encore une fois. D'ailleurs, je suis très heureux que Payet nous ait offert ces chandails-là. Ça fait que Jean-Max n'a pas mis son maudit coton watté orange de Max Verstappen. Je suis tellement heureux. Il est pas mal plus beau dans du Payet, mon Jean-Max. 4 championnats, merci beaucoup. Il y en a 4, il s'entend. Il va rester à 4 aussi. Ça sera pas cette année le 5e. Non, ça sera pas cette année le 5e. Comment as-tu aimé la saison, finalement? Ben un peu comme, tu sais, j'aime la F1. Je l'ai écouté dans le temps de Jacques Villeneuve. C'était mon idole, Patrick Carpentier, mais Jacques Villeneuve en 96-97.
Puis après ça, quand que Michael a commencé, Michael Schumacher a gagné des championnats, j'ai comme perdu un peu le fil. Tu sais, c'est plate. Mais je te dirais, depuis 2-3 ans, mais là, je commence à aimer la F1 parce que je trouve que la compétition est bonne. C'est féroce. Il y a de quoi. Oui, Verstappen, il gagne. Puis à un moment donné, ça venait plate. Mais en arrière du fil, je trouvais qu'il y avait une bonne compétition. C'était cool. Puis cette année, les McLaren m'ont surpris. Vraiment, ils étaient tellement bas. Puis ils ont remonté. Puis ils ont gagné. Puis j'ai trouvé ça super excitant cette année. Surtout vers la fin de saison. On va voir un Américain qui arrive de l'IndyCar qui s'en va gagner le championnat des constructeurs en Formule 1. Là. Ouais. C'est pas Zach Brown. C'était hot. Pour vrai, là, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a accompli, parce que il n'y a pas si longtemps, il était dernier, les gars. Là. Début de saison 2023. Il était dernier. Là, ça allait pas bien. Jusqu'à quoi? À peu près Silverstone, où Andrea Stella et son équipe, Zach Brown, évidemment, ont comme amené un nouveau plancher. Ça a comme tout changé. Puis cette année, c'est vraiment avant Miami. Ça a comme consolidé. Exact. Ils ont changé le tuyau de refroidissement des freins, le dock side pod, blablabla, là, pour le dire en anglais, en français. Puis leur gestion de pneus a été phénoménale depuis ce moment-là. Puis Lando Norris remporte sa première victoire à Miami. C'était comme le début de la fin. C'est vraiment là que ça a parti. Puis on a vu plusieurs pilotes. Il y a eu 7 pilotes différents qui ont remporté des courses. Puis le show qu'il faisait Norris avec Verstappen était bon. Là. Ah oui. T'sais, les gars, ça se battait ensemble, ils sont touchés, ils ont un accrochage. Il y a eu de l'action. C'est ça que j'aime d'Ivan. Il y a eu une ligne narrative tout au long de 2024, puis la ligne narrative a pris fin ou pris un autre chapitre hier. Lewis Hamilton est arrivé à Maranello. Finalement, avec cette photo-là, si vous n'avez pas vu la photo sur les médias sociaux, c'était écœurant. Lewis est en saut complet avec une Ferrari F40 devant c'est la maison d'Enzo Ferrari, dans laquelle il y a 7 fenêtres, puis une porte ouverte sur le 8e. Si vous n'avez pas vu ça, c'est incroyable. 7 fenêtres pour ces 7 championnats, puis la porte ouverte de Ferrari pour le 8e qui s'en vient. Tu penses quoi de l'arrivée de Lewis? Il y a des gens qui ont qualifié ça, pas moi, des gens qui ont qualifié ça de le plus grand jour de l'histoire de la Formule 1, ou la photo la plus iconique qu'on a vue hier, de voir le 7 fois champion du monde arriver chez Ferrari pour poursuivre sa carrière. Ça serait vraiment hâte de le voir, Lewis, remporter des victoires et le championnat. Pour vrai, ça serait capoté. Mais est-ce que c'est ça qui est comme un peu intégrant? On ne sait pas trop avec Ferrari. Est-ce qu'ils vont être dans le coup cette année? Est-ce que... ça a été, je trouve, dans les dernières années, des up and down, on dirait eux autres. Ils réussissaient tellement à bien faire qu'après ça, ils arrivaient dans les pits, ça ne marchait pas, la stratégie n'était pas bonne, ou Leclerc, il était premier puis il touchait le mur ou quoi que ce soit. Fait que cette année, comment ça va aller, je ne sais pas, mais une affaire qui est sûre, c'est que Lewis Hamilton, c'est tout un pilote, puis il va tout faire pour gagner avec Ferrari, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, depuis l'arrivée de Fred Vasseur, je sens qu'il a stabilisé l'équipe, stabilisé le bateau. Il a l'air en contrôle complet. Beaucoup moins d'erreurs cette année. Des très bons résultats. Charles a gagné Monaco et Monza. Carlos Sainz, Texas et un autre qui m'échappe. Ils sont top 2. C'est ça, bien... Top 2, top 3, c'est plus. Là. Il y a eu beaucoup de bonnes décisions et de bonnes performances. Quelques petites erreurs par-ci, par-là, comme toutes les écuries. J'ai l'impression qu'en 2025, il y a moins de choses au hasard. Fred Vasseur est là, il est solide. Là, tu as Lewis qui arrive. Et boy, c'est dangereux. Là. C'est très dangereux. Entre lui et Leclerc, là, les stratégies, les deux vont vouloir faire mieux que l'autre. Je pense que ça va emmener Ferrari à vraiment un autre niveau. Là. Il arrive avec 2 gars qui sont capables de gagner. Là. Oui, puis je suis déjà écœuré de voir Lewis en rouge. Mais je respecte la légende, évidemment, puis ça va être vraiment un méchant show. Mais le grand perdant là-dedans, ça se pourrait que ça soit Charles Leclerc. Là. Il est comme, Lewis, c'est le fun qui s'en vienne. Non, pas tant. Là. Je veux dire, Sainz, déjà, qui était bon l'an passé. Puis là, tu as le 7 fois champion qui arrive à côté de toi. Charles qui se disait comme... Je sens que je suis capable de gagner un championnat, puis tu as Lewis qui arrive. C'est sûr que ça doit être dur. Mais d'un autre côté, il est signé pour 2 ans. Fait que, tu sais, vas-tu vraiment, après ça, continuer en F1? Rendu là, je pense qu'il va sûrement prendre sa retraite. Mais ça reste que
tu as un coéquipier comme Lewis Hamilton qui s'en vient. C'est gossant, là. C'est gossant, t'as de la pression. Ben, c'est gossant parce que dans la mentalité de ces 20 pilotes-là, les 20 sont les meilleurs qu'il n'y a pas sur la planète. Je veux dire, Charles Leclerc, même Esteban Ocon ou Pierre Gasly ou n'importe quel de ces pilotes-là ne diront pas « Hey, je suis pas capable de le battre. » Non. Eux autres, dans leur tête, ils vont toujours être le premier. Mais en même temps, quelle opportunité formidable. Charles Leclerc n'a pas gagné, puis moi, il m'a pas démontré qu'il pouvait être un champion du monde actuellement. Là, tu as le modèle des modèles avec toi. Et puis il va sûrement apprendre aussi de tout ça. Ben, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tu as un gars 7 fois champion qui s'en vient. Tu essaies d'apprendre de tout ce qu'il a appris avec Mercedes. Puis tu veux vraiment être un meilleur pilote, là, je veux dire, dans tout. Là. Fait que ça va être intéressant à voir. Certainement. Andrew, merci d'avoir pris le temps pour nous autres. Merci beaucoup. Grand plaisir. C'est toujours le fun. On va te réinviter cette saison. Puis quand Cadillac vont faire leur entrée aussi, GM en Formule 1, on va falloir jaser de ça également. Ça va être bon, ça c'est sûr. Bonne saison. Ça commence quand, NASCAR Canada? Nous, ça commence au mois de mai, mais les pratiques, tout ça au mois d'avril. Là. Fait que tranquillement, pas vite, on avance vers notre nouvelle saison. Ça s'en vient. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous ranger. Puis bon succès. Je te dirais pas bonne chance, bon succès cette saison. Ouais, merci beaucoup. L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. On a un autre invité très spécial. Si vous vous rappelez, les gens qui sont avec nous depuis plusieurs années, quand l'épingle s'appelait Paddock, on avait Dominique Fugère qui venait souvent nous parler de NASCAR, puis il nous parlait d'un gars là, qui travaillait en COP aux États-Unis, qui s'appelle Étienne Clich. Il est là, il est avec nous autres. Puis comme Fred nous amène souvent comment je peux dire, les dessous des points de vue d'un ingénieur en Formule 1, ben Étienne va pouvoir nous en donner pas mal au niveau du NASCAR. Puis l'envers du décor de ce qu'on a, qui sont pas des pilotes, qui sont pas des avis d'experts ou quoi que ce soit, mais bien les gens qui sont là, les fameux héros, les héros obscurs de chacune des équipes. Étienne, merci d'être là. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Merci de me recevoir, les boys. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait te jaser. Puis là, le timing est parfait parce que tu es directeur général de l'équipe de Payet Racing, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, nous, c'est l'équipe Innovation Autosport. Puis on a sous notre aile l'équipe Payet numéro 27 de Andrew Angers. OK, de Andrew. Fait que c'est pas les deux voitures, là. Non, c'est ça. Ben, dans le fond, non, c'est ça. Marc-Antoine avec le 96, c'est une autre équipe. OK. C'est ça. Fait qu'on a 2 équipes Payet, dans le fond, dans la série NASCAR Canada, dont une sous l'aile de Innovation Autosport qui, cette année, va avoir Andrew dans l'équipe et Mathieu Kingsbury aussi. On a Kevin Lacroix, numéro 74. On connaît très bien aussi. Là, tu es directeur général ici en NASCAR Canada. Tu as travaillé longtemps en COP aux États-Unis également. Tu as travaillé avec Bubba Wallace notamment, qui est un pilote très connu. Comment t'en es arrivé à travailler au sud de la frontière puis après revenir au Canada? Oui, c'est ça. Écoute, longue histoire. On va essayer de faire ça court, mais dans le fond, moi, j'ai commencé à faire de la course, j'avais 6 ans. Okay. Donc, j'ai couru avec Andrew à l'âge de 7, 8, 9 ans en karting. Wow, OK. Fait que j'ai fait du karting jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis à 15 ans, j'ai tombé en stock car à l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. OK. Fait que j'ai fait du Sportsman, la série Sportsman dans le temps. Puis moi, j'avais la piqûre de ça. Moi, je voulais être pilote un jour. Puis je savais que ça prenait vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pour faire ça. Puis, à un moment donné, j'ai comme réalisé que ça serait probablement pas possible de le faire. Fait que je me suis dit, OK, moi, je vais devenir ingénieur. Fait que si je suis pas pilote, un jour, je vais aller travailler dans une équipe de course aux États-Unis. Fait que j'ai fait mon bac à l'Université Laval, je suis devenu ingénieur en mécanique. Puis, c'est comme ça, dans le fond, qu'un jour, ben, j'ai décidé de partir pour l'aventure, d'aller travailler en NASCAR aux États-Unis. Mais à travers ça, moi, je courais toujours. J'ai couru jusqu'à l'âge de 24, 26 ans. Okay. J'ai fait du modifié d'asphalte aux États-Unis, OK. du Wayland Modified. C'est de là que Dominique, là, il trippe bien raide sur moi parce que Dominique, il trippe bien raide sur le modifié comme ça. Fait que je suis allé là-bas et j'ai rencontré des gens de NASCAR. Puis l'année d'après, j'ai eu des appels puis je me suis en allé travailler pour eux autres.
T'as-tu commencé, t'as passé 10 ans là-bas, mais je veux dire un peu... Puis là, l'histoire de Gino Rosato, par exemple, m'arrive en tête, là, qui est arrivé en Formule 1, qui a joué à peu près n'importe quel rôle, qui est jusqu'à temps qu'il monte, puis qui monte très, très haut chez Ferrari également. C'est un peu un parallèle à faire avec ton histoire en NASCAR? Un peu. Écoute, on commence toujours à la base. On commence toujours en bas de l'échelle quand on s'en va dans des affaires de même. Mais oui, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai commencé ingénieur pour une petite équipe qui était Tommy Baldwin Racing, puis qui avait Regan Smith dans le temps, le numéro 7, en 2016. Puis j'ai fait 8 mois avec eux autres. C'est vraiment une petite écurie. Il n'y avait pas d'ingénieur, il n'y avait pas de logiciel de simulation, il n'y avait rien. Dans le fond, ça ressemblait un peu comme un modèle d'écurie NASCAR Canada, mais il courait en couple. Fait que je suis arrivé là, j'ai appris beaucoup avec les gars, vraiment des bonnes personnes. Puis l'équipe a fermé après 8 mois, mais les gars, ils tripaient vraiment sur moi, puis ils voyaient vraiment un potentiel. Fait qu'ils m'ont plugué direct chez Richard Childress Racing. OK. Puis j'ai tombé ingénieur en chef pour la voiture numéro 3 en Xfinity pendant 2 ans. Puis eux autres, ils voulaient me garder, mais moi, j'avais beaucoup plus d'ambition. Puis j'avais rencontré des gens de la Joe Gibbs Racing. Puis les autres me voulaient vraiment, fait que je me suis allé avec Joe Gibbs Racing. Puis c'était l'année qui partait la voiture numéro 95 avec Matt Benedetto. Fait que j'ai tombé dans cette écurie-là. J'ai fait 1 an avec Matt, après ça on a fait 1 an avec Christopher Bell. Puis ensuite de ça, Michael Jordan est arrivé dans le sport. Puis lui, il s'est plugué direct avec Denny Hamlin. Ouais. Puis Denny Hamlin, le gars qui m'a engagé chez, dans le fond, Levine Family Racing, qui était le 95, c'était Mike Wheeler. Puis lui, c'était un chum à Denny Hamlin. Puis quand il est parti l'équipe avec Michael Jordan, ils ont parti l'équipe avec le core group de Levine Family Racing. OK. Fait qu'on était 12, dans le fond, qui ont parti l'équipe à Michael Jordan. Puis après ça, ben là, c'est devenu genre immense. Mais c'est ça. Fait que moi, j'étais un des premiers employés pour l'écurie numéro 23 de Bubba Wallace avec Michael Jordan. C'est le pilote préféré de ma mère, d'ailleurs, Denny Hamlin. Elle tripait dessus. Ah ouais. Probablement encore aussi. Ouais. Jean-Max, avais-tu des questions? Ben oui, écoute, c'est toute une épopée. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être comme vraiment plus mécano dans l'action? Préfères-tu gérer maintenant? Être en contact avec le pilote directement en tant qu'ingénieur? Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, écoute, un peu de tout, je te dirais. Moi, c'est un peu une raison pourquoi je suis revenu au Canada, dans le fond. Ben, la raison numéro 1, c'est la famille. Moi, j'ai passé 10 ans là-bas, puis à un moment donné, ça vient vraiment tough d'être là-bas. C'est des longues saisons là, en NASCAR. Là. C'est 7 jours sur 7. De février à ça ressemble un peu au hockey. Le hockey, le football, sauf que c'est à l'année longue. Fait que tu vas courir à toutes les semaines, tu travailles 7 jours sur 7, c'est non-stop. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai comme tombé un peu tanné de ça. Puis, j'étais un gars manuel, j'aime ça travailler sur les voitures. Moi, je faisais mes propres voitures. J'ai toujours fait mes propres voitures quand j'étais allé aux courses. Que ce soit, comme moi. Que ce soit en Sportsman ou en LMS ou en modifié, Fait que moi, ça me manquait, ça. Fait que c'est ça, c'est un peu ça qui m'a ramené un peu au Canada, là. La famille de un, puis après ça, ben, le fait de travailler sur les voitures plus personnellement. Là. Mais quand j'étais aux États-Unis, pour répondre à ta question, c'est que moi, j'étais vraiment, vraiment le premier gars qui parlait au pilote. T'sais, dans le fond, c'était moi qui faisais tous les setups de la voiture. Puis la semaine, ben, on allait sur des simulateurs, sûrement que vous avez déjà vu ça à TV, là, comme les simulateurs de Formule 1, avec les gros écrans et tout ça. T'sais, nous autres, on allait là 2 fois par semaine. Fait que, on testait tout le temps, mettons, les 2 prochaines courses à venir. Fait qu'on mettait des setups là-dedans, on parlait avec le pilote, on essayait de faire des ajustements. Fait que ça, c'était comme moi, le pilote. Puis à la course, ben, c'était encore moi, le pilote, parce que c'est nous deux qui travaillons ensemble pour faire sûr que la voiture soit plus performante. Fait que ça, j'aimais vraiment ça. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça, c'était plus le côté gestion. Dans l'action directe. C'est plus le côté gestion. Là, fait que j'aime vraiment le côté gestion, mais j'aime vraiment aussi le côté mécanique. Puis j'aime aussi avoir plus du fun. J'aime ça avoir du fun. Aller à la track, c'est le fun. Exactement. Les pilotes ont tout un travail. Ils sont focusés sur la piste, les performances. Puis quand on parle des mécanos, j'ai lu le livre, je sais pas si tu l'as lu, mais Mark Priestley, qu'on appelle Elvis en Formule 1, qui était mécano chez
chez McLaren, puis qui racontent les dessous des paddocks, puis les heures que les gars ils passent, puis t'as des méchants party animals aussi, les mécanos dans ce temps-là. Il y a plein d'histoires. Il est du même en NASCAR. Mais parle-nous de ton rôle, là, tu es directeur général, ingénieur, tu as tout fait là-dedans. Les heures que vous passez à travailler ces voitures. T'sais, nous autres, on voit ça et on se dit, oh boy, la gang, par exemple, on voit un pilote détruire une voiture, on se dit, oh boy, ils vont avoir de la job à faire. Puis finalement, le lendemain matin, ils reviennent sur la piste, puis oui, ils vous donnent un petit salut à la radio, quelque chose comme ça, mais pendant ce temps-là, il y a toute une gang, j'imagine, qui travaille sans faire. On se fait du café, puis let's go, on y va. Là. Ouais, c'est le côté cruel du sport. Je suis pas mal sûr que dans le hockey, dans le football, il y a les mêmes. Il y a beaucoup de monde en haut qui s'occupe de plein d'affaires puis qui sont jamais reconnus. Mais oui, en vrai, quand les voitures brisaient dans un garage, les gars travaillaient toute la nuit, puis après ça, le lendemain matin, le gars pouvait courir. Mais souvent, ils parlent pas de ce monde-là. C'est malheureux un peu, mais ça fait partie de la game. Est-ce que c'est cruel, mais en même temps, pour vous, c'est vos moments où est-ce que... Andrew nous parlait tantôt, là, c'est la ligne de départ quand les gentlemen start your engine, puis tout ça. Vous autres, quand il faut rebâtir une voiture au complet, on a quelques heures, il faut faire... Puis on parlera des arrêts aux pluies aussi en NASCAR là, qui sont assez physiques. Là. Mais est-ce que c'est votre moment de gloire, vous autres? OK, on se retrousse les manches, puis là, on tripe, c'est ça le crunch de notre job. Puis, Ouais, écoute, peut-être un peu, mais moi, j'étais plus un gars vraiment de préparation dans la semaine, puis je me croisais les doigts dans la fin de semaine que la voiture brise pas. C'est parce qu'il y a vraiment tellement de détails de préparation dans ces voitures-là. Le monde n'a aucune idée. Non, c'est ça. Que, tu sais, aussitôt que tu la brises, c'était rendu tough. Là. Mais, comme tu dis, dans le temps, tu sais que là, tu parles d'un livre qui parle de ça, probablement. Dans le temps, c'était un autre monde complètement. Dans le temps, c'est ça. Les gars, c'était ça. Eux autres, leurs adrénalines, c'était de bâtir des chars puis d'être capable de les réparer rapidement. Puis dans ce temps-là, la NASCAR, mettons, ils pratiquaient 3 à 4 jours par course. Ils arrivaient le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils couraient. Là, nous, maintenant, la NASCAR Cup, tu arrives le samedi, tu cours le dimanche. Il y a beaucoup moins de pratique, il y a beaucoup moins de temps. C'est beaucoup plus axé sur les détails, la stimulation, la préparation durant la semaine. Fait que le mindset a changé, je te dirais, mais des histoires comme tu parles, il y en a eu des tonnes et des tonnes en NASCAR, puis c'est pas toutes des drôles. Non, c'est sûr. Un jour, dans une deuxième, troisième entrevue, on fera ça un petit peu plus tard. Là, habituellement, là, tu mets un petit drink, t'en prends un, puis là, les histoires arrivent. C'est rendu au troisième, que là, la langue se délie. C'est parfait. Ouais. En 2025, êtes-vous motivé, primé? Avez-vous déjà commencé à travailler sur la voiture? Avez-vous des idées, des concepts? Non, motivé plus que jamais. Écoute, 2024, ça a été une année de transition pour nous autres. 2025, pour Innovation Autosport, c'est là que ça commence. On a prouvé l'année passée qu'on était capable de compétitionner. On a gagné 9 courses sur 13, dont 6 pôles dans l'année. Puis ça a été une très belle saison. Oui, on a commencé à travailler sur les voitures. Ça dure tout l'hiver, dans le fond. Il y a tellement beaucoup de détails. Puis la chose qu'il ne faut pas oublier avec nous autres, c'est qu'on a 4 voitures. On a 2 voitures d'ovale, parce qu'on a 2 pilotes. On a 2 voitures d'ovale, on a 2 voitures de circuit routier. Ouais. Puis en plus, on a l'équipe de Kevin Lacroix, que lui, eux, ils ont un employé donc qui s'occupe de leur voiture, mais nous autres, on fait du support avec eux autres. OK. Fait que ça fait beaucoup de voitures, ça fait beaucoup de temps. Puis oui, ça prend beaucoup de temps. Fait qu'on a commencé en décembre, dans le fond, à commencer à travailler sur les voitures. Fait que les tests avril, ça commence en mai? Ouais, les tests fin avril, ça commence en début mai. Puis on va être prêt. On va être prêt. Yes. Ben écoute, moi, le stress, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu mon stress quand je courais. Quand j'étais compétiteur, quand j'étais un driver, j'ai vécu mon stress là. Depuis que je travaille dans les courses, ben, je pense que c'est une de mes forces. Je gère vraiment bien mon stress. Ouais. Fait que quand j'arrive aux courses, moi, je suis prêt. Tout a été pensé. Tous mes gars sont prêts, sont
sont prêts à aller à la guerre. Là, force tranquille. Est-ce que ton rôle est là un peu aussi? Tu as un Andrew, admettons, qui va se battre pour un championnat cette année. Toi, tu arrives, cette force-là tranquille, la sagesse, calmer tout le monde avant les courses. Pas trop, parce que tu veux que ton pilote ait quand même l'adrénaline dans le fond, mais de mettre tout le monde cartésien un peu. Exact. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de Zach Brown avec Andrew. C'est un peu ça. C'est là que ces gars-là excellent. C'est qu'à un moment donné, ils sont capables de regrouper leur groupe puis de faire que l'équipe va être vraiment plus performante. T'sais. Parce que c'est pas juste la voiture, c'est tout. T'sais, ça part d'en haut. C'est le leader. Après ça, c'est les ingénieurs, c'est les mécanos. Puis après ça, ça finit à la voiture. Fait que faut vraiment que tout le monde s'y enseigne. On est chez Payé aujourd'hui. Ah oui? T'as-tu vu tout le monde qui est ici? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est beau de voir ça. C'est ça une équipe. Tout le monde fait sa job. Puis tout le monde la fait bien. Puis tout le monde a le sourire d'en face. Fait que c'est le fun d'être ici. C'est la force d'équipe, le leadership, la motivation. Tout le monde travaille dans la même direction. Exact. Puis c'est là que ça paraît. Exact. C'est le secret. Tu regardes des équipes, les meilleures équipes en NASCAR, la Hendrick, après ça, les Penske, c'est toutes les plus grosses équipes. C'est des grosses équipes qui sont structurées depuis longtemps, que le building, c'est clean, tu peux manger à terre. C'est écœurant. Ça roule. Des équipes posées, balancées, bien rodées. C'est ce qu'on vous souhaite cette année. On souhaite un 4e championnat à Andrew. Pas qu'on souhaite du mal à d'autres mondes, mais on va souhaiter. On a son chandail sur le dos, il se tassait avec nous autres. C'est notre gars on a sa casquette actuellement. Il est là encore. Let's go, Andrew! Let's go! Il nous écoute. 4 fois. Ça s'est jamais vu en NASCAR Canada? 4 fois. Ça a déjà été? Bon, ben tu veux comme Max, tu vas pouvoir dire que tu es rendu dans le club des 4 maintenant. C'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite aussi, Étienne. Ben, merci. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous donner ces insides-là. Puis on reviendra pour des anecdotes plus tard dans la saison, certainement. Ben, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. Toujours en direct de chez Payet, ici. Bien sûr. J'ai hâte qu'on ait essayé camion, Jean-Max. C'est pas des farces. Ça fait vraiment longtemps. Je l'ai dit, je pense déjà dans un podcast. J'ai vraiment hâte d'essayer le Blazer de Chevrolet et ça risque très, très fort d'être mon prochain camion ou l'Equinox. OK. L'Equinox, la version primeur. un peu plus petite, je pense, c'est ça, hein? Juste un mini peu plus petit. Mais bref, on est en discussion pour ça. Pour l'instant, saison 2024, on en a parlé avec Andrew qui a fini par être une saison exceptionnelle en Formule 1, un grand cru. Ça a mal parti. Bien pour toi qui es fan de Red Bull et de Max. On s'attendait pas à ça. Rappelons, là, si on fait une chronologie un peu, la saison a commencé avant le début de la saison avec l'annonce que Lewis en était à sa dernière saison avec Mercedes et s'en allait chez Ferrari en 2025. Pas d'allure, cette affaire-là. Et tout de suite après, il y a eu parallèlement la controverse chez Red Bull qui est arrivée avec Christian Horner. Puis on s'est dit, là, dans 2 des tops équipes, il y a un peu un pavé dans la mort qui a été jeté avant le début de la saison. Et comment on va finir par s'en sortir? Puis ça nous a donné toute une saison. Honnêtement, c'était incroyable. T'sais. On savait que la valse des pilotes allait être fantastique. Beaucoup de pilotes ne courseront plus. On a des nouveaux visages qui arrivent. Ça signe à gauche, ça signe à droite. Sainz, Williams, Ocon. Chez Haas. Perez n'est plus. Lawson, Kimi Antonelli. Lewis chez Ferrari, ça n'a juste pas de sens. Il y a McLaren qui reste intact. Écoute, on va pouvoir parler là. Fait que ça, c'était premièrement fort spectaculaire. Beaucoup de spéculation. Surtout Sainz. Où va aller Sainz? Après ça, on a eu Max, Bahreïn, Arabie Saoudite, Max, Australie. Abandon en Australie quand... Je me souviens, j'étais là, puis pour rappeler, là, pour ceux qui nous écoutent, au lieu d'aller réécouter le podcast du Grand Prix d'Australie, mais il y avait même des fans de chez Red Bull qui ont cheeré quand Max a dû abandonner, quand la fumée est sortie de la voiture. Quand ils l'ont annoncé là, sur les haut-parleurs partout autour du circuit là-bas à Melbourne. Max Verstappen abandonnait, puis même les fans de Red Bull se sont mis les bras dans les airs en se disant « Bon, on va avoir toute une course, là, tu sais. »
le champion abandonne. Puis effectivement, Carlos Sainz, en revenant de son appendicite, s'en va gagner en Australie. Oui, c'est ça. Ensuite, écoute, on a eu le Japon, Max, Chine a gagné sprint et aussi le Grand Prix. Puis où ça a commencé à changer vraiment, c'est Miami. On en a parlé plus tôt. On a amené un side pod. Le refroidissement des freins a tout changé, la gestion des pneus de McLaren. Max qui sort de piste, accroche le cône, voiture de sécurité, Norris gagne, première victoire, et là, c'était parti pour McLaren. Puis, bien que j'aurais voulu que Red Bull gagne encore, mais au moins, on a eu du gros spectacle jusqu'à la fin. McLaren qui a remonté, Perez qui fait absolument rien, impossible pour Red Bull de gagner, Ferrari qui se sont talonnés jusqu'à la fin. C'était quand même vraiment passionnant. 7 pilotes différents dans 4 écuries ont remporté des courses. On ne s'attendait pas du tout à ça parce qu'on avait eu Red Bull qui avait remporté 22 des 23 la saison précédente, sauf une fois au Brésil avec George Russell. Sinon, c'était bien ça, Brésil? Oui, c'était Brésil qui l'a emporté. Et beaucoup de premières victoires également. Tu as parlé de Lando, Oscar Piastri également. Je pense qu'on ne s'attendait pas à voir toutes ces carrières-là qui débloquent cette saison-ci. Puis ça met la table pour 2025 également. Rappelons qu'il y a eu beaucoup de recrues en 2024 aussi, qui avaient des volants qu'on a appris à découvrir en Formule 1 également. Oscar Piastri, qui n'était pas une recrue cette année, mais qu'on a appris à découvrir encore plus. Franco Colapinto, qui est un gros moment de cette année, le pilote argentin aussi. Quand ils l'ont nommé en remplacement de Logan Sargent, on s'est dit, attends, qui? Colapinto? Ouais. Et finalement, il nous a donné tout un spectacle jusqu'à peut-être les 2 dernières courses de la saison. Des gros flashs, on a vu son talent, de la fougue, hargneux, n'a pas peur. Écoute, c'était vraiment intéressant. Petit soubresaut, Singapour-ish, accident, 2-3 accidents en ligne. Son étoile avait pâli un peu, mais écoute, c'est normal que lorsque tu fais un Grand Prix pour une première fois en Formule 1, ça se peut que tu glisses. Quand il pleuvait également, c'est correct. On a vu son talent. Et là, c'est Williams qui le signe. C'est Alpine, pardon, qui le signe en 3e pilote. Ça, c'est intéressant. Mais Jack c'est une des dernières nouvelles. Ben, écoute, tu jettes ton dévolu sur Jack Doohan. Là. Bon, pour rappeler, Alpine on essayait de faire cette grande écurie française et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont quitté dans ce fameux projet-là qui a pas fonctionné, là, somme toute. Là, on essayait de se battre pour la 4e place, 3e place chez les constructeurs, puis finalement, si ça n'avait pas été de ce podium-là, surprise, encore une fois au Brésil, c'est ça? Énorme moment fort pour Alpine. D'avoir les deux Alpines qui ont fait un gamble, qui ont monté sur le podium. Esteban Ocon, Pierre Gasly. Pierre Gasly est encore là. Esteban Ocon est parti chez Haas. D'ailleurs, on reviendra parce qu'il y a une nouvelle de dernière heure qui est dans son cas. Signe Jack Doohan, un autre Australien qui arrive. Et là, ce qu'on a appris dans les dernières semaines, alors que Colapinto est sorti des rangs de chez Williams pour s'en aller chez Alpine comme pilote d'essai, c'est que le contrat de Jack Doohan est uniquement pour 6 courses. Alors, maintenant, là, de donner des chances à des jeunes pilotes en Formule 1, oui, on le fait. Kimi Antonelli ne sera pas menacé chez Mercedes. Ça, on le sait. Mais d'avoir 6 courses comme ça pour te prouver dans une voiture comme Alpine, et que je trouve ça cruel. Parce qu'une fois que tu as eu ta chance en Formule 1, si tu n'as pas rien prouvé, en bon français, bonne chance pour essayer d'en avoir un autre à ce moment-là. Il faut vraiment que tu aies beaucoup de commanditaires qui amènent de l'argent. Oui, puis c'est une business de résultats comme tous les sports. Mais là, les histoires de on l'essaye à la Mick Schumacher qui se crache de semaine en semaine, puis on structure les contrats. Tu as 6 courses, tu as 6 chances. Puis si tu ne performes pas, tu as Colapinto qui rentre direct. Écoute, pauvre Jack, imagines-tu la pression? Lui, il n'a pas le choix. Et malheureusement, je pense pas qu'il fasse mieux que Colapinto. Donc, je pense qu'on peut voir Colapinto. On va le voir à la 7e course. C'est mon feeling. Et pour terminer sur Alpine, c'était un moment charnière à Imola parce que Alpine était 9e et avec le podium 2 et 3e place pour Gasly Ocon, a jumpé à 6 au 6e rang. Et ça, c'est genre 30 millions de dollars. Voilà. De livres, n'est-ce pas? C'est énorme. Et
c'est tout un contraste avec Monaco, où Ocon avait fait une manœuvre ridicule pour essayer de dépasser. On sait qu'à Monaco, c'est pratiquement impossible. Crash dans Gasly. C'est là que je m'étais fait plusieurs ennemis en France. Oui. Et encore une fois, nos auditeurs en France, on vous adore. Oui, mais là, j'ai hâte d'aller vous visiter au mois de mai. Assez de fois. Donc, le contraste était fascinant. Non, pas assez de fois. Pas assez de... Non, mais pas m'excuser. À ce moment-là, je pense que c'était mérité. Oui, c'était un move à la Verstappen. Non. Même Max n'aurait pas fait ça. Là. Même Max n'aurait pas fait ça parce que le outcome, le résultat est pratiquement... C'est impossible. Parlons de Max, justement. Parlons de Red Bull. Il y aura un nouveau coéquipier l'an prochain. Je pense que lorsqu'on a terminé notre dernier podcast de la saison, c'était encore Sergio Perez qui avait son contrat. Et finalement, on l'a libéré de son contrat. Ouais. Il ne sera plus chez Red Bull, ne sera plus nulle part sur la grille en Formule 1. Ça a coûté cher à Red Bull. On n'a pas le chiffre exact, mais le nombre de commanditaires qui sont sortis, Telcel, Claro, il y en a d'autres également qui partent de chez Red Bull parce que Sergio Perez n'est plus là. Mais c'est le jeune Liam Lawson qui a fait quelques courses seulement chez V-Carb qui s'en va chercher cette place-là. On garde Yuki Tsunoda chez V-Carb et Isaac Hadjar qui courait en F2 l'an dernier s'en vient devenir son nouveau coéquipier. Beaucoup de gens se demandent pourquoi c'est pas Tsunoda qui a la chance d'aller avec Red Bull. Il y en a qui disent son caractère, il est trop bouillant. Quand on va y donner un ordre pour privilégier Max, est-ce qu'il va écouter? J'ai fait plus de recherches, puis je vous dirais que c'est pas nécessairement ça. C'est plus les résultats. Lawson a vraiment été très fort. Et quand il pouvait, il a été meilleur que Tsunoda. Il a de la fougue. Il n'a pas peur de challenger, genre Alonso. Il n'en a rien à foutre. C'est chicané qu'Alonso. Il n'en a rien à foutre. C'est qui est devant toi? Big, je te dépasse, that's it. Il y a du chien dans le nez. Et je pense que Red Bull s'est dit, c'est le pilote que ça nous prend pour épauler Max, pour essayer d'aller chercher un autre championnat des constructeurs. En même temps, on garde Yuki qui a de l'expérience, une genre de stabilité chez V-Carb. Qui est très rapide. Puis là, on a Isaac Hadjar qui s'en vient. Ça aussi, c'est excitant. Dont on connaît très peu, là, présentement. Il s'est battu nez à nez en F2 contre Bortoleto et il perdait de 1 demi-point à la dernière course de l'année. Bortoleto, en passant, lui s'en va chez ce qui va devenir Audi. Donc, il s'en va chez Sauber cette année. Aux côtés de Nico Hülkenberg. Qui s'en va là-bas. Valtteri Bottas, qui est maintenant pilote de réserve chez Mercedes. Donc, il va aller épauler Kimi Antonelli, George Russell. J'ai hâte de voir ça parce qu'on le sait. Lewis est rendu chez Ferrari. Va renouer avec beaucoup de gens avec qui il a déjà travaillé très, très tôt dans sa carrière, dont Fred Vasseur, le directeur d'écurie. C'est sorti ce matin que Angela Collin, sa physio avec qui il a travaillé pendant tellement d'années, qui, dans les 2 dernières années, n'était plus avec lui, revient, s'en va travailler chez Ferrari, va être là avec lui. Je veux pas me créer d'attente. Là. Il y a déjà des fans des tifosi qui campent sur le circuit actuellement sur lequel il va rouler demain, qui sont déjà là si les conditions le permettent. Et tout ça va être disponible, va live streamer. Là, on est mardi présentement, donc quand l'épisode va sortir, on aura déjà les résultats de ses premiers essais de Lewis chez Ferrari. Toi, comme grand rival, moi, je suis un fan de Ferrari. Forza, depuis le 1er janvier, minuit. C'est la première seconde. Ma blonde m'a souhaité bonne année. J'ai dit, toi aussi, mon amour. Et on est maintenant des fans de Ferrari, je te l'annonce. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ma casquette Mercedes? J'ai dit, c'est pas grave, on a des problèmes plus gros que ça. C'est-à-dire, on va s'en acheter une nouvelle casquette, numéro 44. J'ai peur. J'ai peur. Et il me gosse déjà en rouge. Mais écoute, il faut respecter le monument qu'il est. Sa photo, là, en saute avec le manteau sur ses épaules, avec la F40. Ouais, ce qu'on parlait avec Andrew tantôt, là. Les 7 fenêtres. C'est épique. Wow. Ferrari est en de bonnes mains. On en a parlé tantôt avec Fred Vasseur. Moi, je me demande, ça va y prendre combien de temps à se familiariser avec la Ferrari? 1. 2. Va-t-il la maîtriser vraiment? Parce qu'on sait que Lewis a eu beaucoup de misère avec la Mercedes de 22, 23 et 24. On en avait parlé un peu
Lewis, il freine à la dernière seconde et il est très agressif dans les courbes. Et la Mercedes n'était pas optimale à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu plus de misère contre Russell. Hamilton demeure un meilleur pilote que Russell, juste qu'il y a eu de la misère avec la voiture. Bon. Fait que est-ce qu'il va être meilleur que Leclerc rapidement? Ça va-tu y prendre 5 courses? Ça va-tu y en prendre 20? Ça va-tu arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Mais il y a des chances de gagner son 8e avec Ferrari bien raide parce que McLaren est premier de pas très loin avec la course Ferrari. au championnat des constructeurs a été excessivement serrée dans les dernières courses de la saison. C'est ça, il faut toujours garder ça en tête. Moi, ma prédiction, c'était que Ferrari allait aller chercher le championnat. Finalement, la dernière course de la saison, il y a eu des malchances et toutes sortes d'affaires, qui sont des pénalités, malheureusement, qui ont fait qu'on n'a pas pu aller... à Vegas, excuse-moi, Vegas également, Sainz arrive au puits. Ah, sorry, Carlos, on n'était pas prête. T'étais pas prête. En pleine course au championnat. Big! Ça arrivera pas avec Lewis. Arrête de niaiser. Arrête de niaiser. Big. C'est sûr que ça arrivera pas avec Lewis cette année. Un autre petit point comme ça, j'ai dit qu'on voulait reparler d'Esteban Ocon, mais pour la première fois, on aurait dû en parler avec Étienne de ça, malheureusement. Pour la première fois, on aura une femme ingénieure cette saison. C'est avec Esteban Ocon chez Haas. C'est Laura Mueller qui a été promue dans cette... dans ce nouveau rôle-là. Chapeau, honnêtement. Et chez Red Bull aussi, probablement chef de toute la stratégie de course, celle qui s'est fait chicaner pas mal par Max Verstappen quelques courses l'an dernier. Mais finalement, tout ça, ça vaut une promotion aussi. Donc, chapeau. D'avoir plus de femmes en Formule 1, ce n'est qu'une bonne nouvelle. Et ça va continuer d'arriver également. Absolument. Ça, c'est la femme qui a l'air un peu stressée, pas trop loin de Horner quand les caméras zoom in, là, quand Horner se désespérait de voir Perez encore une fois terminer prématurément sa course. C'est elle. C'est jamais arrivé, ça, cette saison, de le voir une course prématurée ou un mauvais résultat. On sait que c'est jamais arrivé. Donc, tant mieux. As-tu d'autres choses, des prédictions pour 2025? On va demander ça aux boys de Payet, d'ailleurs, mais qui, selon toi, remporte le championnat des constructeurs et qui remporte le championnat des pilotes cette année? Tu fais ça là? Ben, je veux dire, on va le refaire peut-être un peu plus tard, mais là, on se parle au mois de janvier actuellement. Lando Norris gagne son premier championnat. T'es sérieux? Ouais. Et McLaren, deuxième championnat en ligne des constructeurs. À brûle pour point comme ça, là. OK. Toi, évidemment, on sait où tu t'en vas, là. Non, mais je pense que Ferrari va remporter le championnat des constructeurs cette année. Je pense qu'on a le meilleur duo de pilotes. On a une excellente bonne voiture aussi. Lewis gagne son 8e cette année, là? Arrête de niaiser, man. Il y a 2 ans pour le faire. C'est ça. Mais honnêtement, je serais pas surpris qu'il gagne cette année. À la dernière année des règlements... des regulations un peu à de 4 ans. Abu Dhabi 2021. D'ailleurs, il y a un podcast que je veux écouter. C'est le podcast des Armchair Experts avec Dax Shepard qui a reçu Toto Wolff à la fin décembre et j'ai pas eu le temps de l'écouter malheureusement. Mais fan de Formule 1, je vous suggère d'aller écouter ça. Il parle beaucoup de Abu Dhabi 2021 notamment. Un peu comme Red Bull l'ont fait à ce moment-là, à la fin des dernières réglementations. Ah oui? Ce sera soit Lewis ou Charles. Très serré à mon avis, à la fin. Ouais, qui vont aller gagner ça. Un contre l'autre? Et je pense que oui. Je pense que oui. Pour moi, Lando, j'y croyais, elle ne croyait plus. Oscar Piastri va nous démontrer de belles choses cette saison. Ce sera une course serrée. Je pense que ça va jouer entre les deux pilotes Ferrari cette année. Dernière année des regulations, je me répète, mais là, toutes les écuries se sont améliorées. Les moins bonnes ont rattrapé le peloton. Je pense qu'on va avoir droit à une saison débile, encore une fois. Ouais. Il va y avoir beaucoup de surprises. J'ai aucun espoir pour Max. C'est pas vrai. J'en ai très peu, mais je pense qu'il va toujours être dans le mix. Tu penses de quoi? Ça, c'est ma dernière 4e. question avant qu'on close ça, mais tu penses quoi d'ailleurs du fait qu'il va être papa? Il y a beaucoup de pilotes qui ont refusé de devenir père. Lewis est célibataire depuis tellement longtemps. D'ailleurs, pour lui, c'était la course uniquement. Fernando Alonso, ça a été la même chose. Bien qu'il y a eu un petit quelque chose avec Taylor Swift qui a donné quelques podiums, ça a l'air. Mais historiquement, les pilotes qui deviennent papa,
ça marche pas bien là, à devenir champion du monde ou quoi que ce soit. Là. Mais là, premièrement, quand va-t-elle accoucher? On espère que c'est prévu pour le summer break. Mais si c'est pas le cas, Max va manquer une course pour l'accouchement de son enfant, ce qui serait normal. Puis tu sais quoi? J'ai dit dans un podcast ancien que je pense que ça changerait rien, mais moi-même, je suis devenu père. Et oui, c'est ça, dans ta perspective. Je peux te dire que ça change tout. Jean-Max peut en apprendre à Max quelque chose. Ça change tout. Puis si Red Bull ne performe pas à la hauteur pour devenir un championnat des constructeurs encore, ou Max pour avoir son 5e championnat, je pense qu'il va perdre l'intérêt. Puis il va se dire, on recommencera l'an prochain parce que cette année, on n'a pas de chance. Il va se concentrer plus sur son enfant. Et donc, oui, je pense que ça va penses-tu qu'après son avenir, c'est chez Aston Martin? Ben là, parce que là, il y a certaines rumeurs folles là, qui disaient jusqu'à... On aurait offert 1 milliard pour aller chercher Max Verstappen. Lawrence Stroll, qui... c'est bien correct comme ça, le succès entrepreneurial, qui a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Lui est déterminé à aller chercher un championnat du monde avec son équipe. Bon. Adrian Newey, Aston Martin. Il est rendu... Il y a des parts là, dans l'entreprise. C'est pas une histoire. Je pense que Stroll, il reste 1 année ou 2 en tant que pilote. Parce que maintenant, si Aston Martin est vraiment fort et Newey, encore une fois, a la formule magique, ça se peut très bien que si Max chez Red Bull, si Red Bull est poche en 2026, là, Max, il a bien beau aimer Red Bull, mais lui, il veut la meilleure voiture. Fait que si Aston Martin, on voit des améliorations incroyables, d'ailleurs, en 2025, ils vont rien faire pour 2025. Là. Ils vont tout mettre le paquet pour 2026 avec Newey. Si Aston Martin est top 1-2, Max, c'est ciao. Et j'aimerais ça parce que je la trouve belle, là. Moi, le char vert. Puis Stroll. Tu serais mieux en vert comme ça qu'en orange, là, je te l'accorde. Lawrence Stroll, c'est une machine de gars, il va tout faire. Merci, Jean-Max. Greg! C'est incroyable de refaire ça. Et là, on reprend ça dans tout juste 1 mois, à peu près, 1 mois et demi. Ben, on va se faire une émission pré-saison au début mars. Fans de Formule 1, merci d'avoir été avec nous autres. Merci à Étienne Clich également, Andrew Oranger, toute l'équipe de chez Paillé. Pensez vraiment à eux autres. Votre prochain camion, il y en a en masse. Ils ont des voitures également, mais surtout des camions, on le sait. Les événements trucks en stock, ils ont des trucks. Il y en a partout ici, des trucks. Ils sont disponibles pour vous livrer très, très rapidement. L'ambiance est écœurante. C'est vraiment le fun. C'est super dynamique, toute une équipe. Donc, pensez à la gang de Paillé. Certainement. Puis merci de croire en notre podcast puis de nous avoir reçus également ici aujourd'hui. À Hugo Reich, Marc-André Lamoureux qui sont avec nous autres, la grosse équipe de BPM, toi. Hein? Yeah. On débarque à Berthier. Oui, monsieur. Incroyable. On va essayer de retrouver la statue de Gilles Villeneuve, si tu veux bien. Parfait, on y va. Puis nous, on vous retrouve dans 1 mois tout juste. Merci encore une fois, gang. À très bientôt. Ciao.